Euh, Ça peut surprendre évidemment de parler de sexualité des eucaryotes, mais on verra que la sexualité existait déjà chez les prokaryotes. On en reparlera. Euh, Prenons le cas de la paramécie, qui est un protozoaire, c'est-à-dire un eucaryote unicellulaire. Si on cultive des paramécies, si on les élève dans l'eau là où elles ont l'habitude de vivre, l'eau croupie, on s'aperçoit qu'elles font une mitose, en gros, dans les meilleures conditions, toutes les 2 heures. Donc au bout de 2 heures, il y a 2 paramécies, au bout de 4 heures, 4, etc. Bon. Si on les isole, chaque fois qu'elles apparaissent, on les isole les unes des autres, et si on compte les mitoses successives, on s'aperçoit qu'après au maximum une centaine de mitoses, eh bien, les paramécies cessent de se reproduire. Elles cessent d'assimiler la nourriture et elles mourraient si on ne leur permettait pas si on ne leur permettait pas de se rejoindre. Et lorsqu'elles se rejoignent, elles s'accouplent 2 à 2. Leur noyau se divise, 4 petits noyaux chacune, 3 dégénèrent, le noyau restant se divise en 2, et chaque paramécie envoie à l'autre paramécie l'un des 2 petits noyaux. Les 2 noyaux, le noyau sédentaire et le noyau migrateur, fusionnent dans chacune des 2 paramécies. Les 2 paramécies s'écartent, s'éloignent l'une de l'autre. Elles se divisent plusieurs fois et les voilà reparties pour une séquence d'une centaine de mitoses. Que s'est-il donc passé? Eh bien, il s'est passé que les divisions, les mitoses, sont des divisions conformes, des divisions qui produisent ce qu'on appelle un clone. Elles tirent des copies conformes de l'ADN initial. Mais une centaine de copies, sur une centaine de copies, un nombre aussi élevé de copies, il y a des erreurs. Et les erreurs s'accumulent. Et au bout d'une centaine de mitoses, il y a tellement d'erreurs que l'ADN n'est pratiquement plus praticable. Et alors, le fait d'échanger leur ADN avec une autre lignée de paramécies, ça leur permet de corriger leur ADN, parce que les erreurs sont fortuites. Et donc, il y a très peu de chances pour que la même base azotée de l'ADN ait sauté de part et d'autre. Et donc, il y a une complémentarité et la possibilité de réparer l'ADN. Autrement dit, la sexualité apparaît chez les cellules eucaryotes comme un mécanisme permettant de rajeunir la lignée. Or, cette sexualité n'est pas une invention des eucaryotes. Elle existait déjà chez les prokaryotes, mais elle était erratique. Une bactérie injecte un morceau de chromosome à une autre bactérie. Elle injecte un plasmide. Un plasmide, c'est un petit morceau d'ADN flottant à une autre bactérie. Elles font des échanges comme ça de morceaux d'ADN, et c'est ce qui leur tient lieu de sexualité. Et pour elles aussi, c'est un avantage, parce que les bactéries mutent, les ADN mutent, c'est-à-dire font des erreurs de réplication, comme partout, mais ces erreurs de réplication, elles peuvent évidemment être nocives, mais elles peuvent aussi être bénéfiques, parce que une erreur, qu'est-ce que c'est? Une base azotée saute, elle est remplacée par une autre. Ça va provoquer la substitution d'un acide aminé dans une protéine par un autre acide aminé. Bon, la protéine peut être mauvaise, mal fonctionner, c'est sans doute le cas le plus fréquent, mais il peut arriver que cette protéine fonctionne mieux que la protéine précédente. Ça peut arriver, ce n'est pas impossible, étant donné que
Le code génétique est un code digital. Il n'y a pas de... Ce n'est pas un code analogique. Il n'y a pas d'analogie entre le signal, le signifiant, le codon, et le signifié. La synamie, il n'y a aucune analogie. Et donc, une erreur sur le signal, c'est-à-dire une imperfection, n'entraîne pas nécessairement par analogie une imperfection de la protéine. Ça peut entraîner une amélioration de la protéine. Il n'y a pas d'analogie. Et donc pour les prokaryotes, c'est ce qui leur a permis de ciseler progressivement ces fameuses protéines enzymatiques qui leur sont nécessaires pour la photosynthèse, pour la respiration, etc. Tout ce système enzymatique très complexe, c'est ce qui leur a permis de le perfectionner progressivement à petites touches successives. Et étant donné que si ça ne marche pas, les bactéries disparaissent, elles ne peuvent pas vivre, elles disparaissent, mais si ça marche mieux, elles se reproduisent plus vite que les autres et elles finissent par les supplanter complètement. Voilà. Donc voilà le sens de la sexualité, une amélioration des formules. C'est un moyen de limiter les effets néfastes de l'usure de l'ADN, l'usure inéluctable de l'ADN d'une part, et d'autre part, même pour les bactéries en tout cas, d'améliorer les protéines enzymatiques nécessaires à la vie. Voilà ce que l'on peut dire pour cette sexualité des cellules en général. Mais les cellules eucaryotes, elles vont codifier leur sexualité d'une façon extrêmement rigoureuse. Toutes les cellules eucaryotes emploient un système qui est une sexualité à 2 phases. En effet, on a remarqué que les chromosomes des cellules eucaryotes étaient semblables 2 à 2. On a parlé de paires de chromosomes, 23 paires chez l'homme, une paire chez un ascaris particulier, c'est le minimum, ça peut aller jusqu'à une centaine, mais toujours des paires de chromosomes semblables 2 à 2. Si bien qu'on a pris l'habitude de les compter par paire. Chez l'homme, le nombre de paires n égale 23. Pourquoi donc ces paires? Parce que les cellules eucaryotes, la plupart des cellules eucaryotes, sont diploïdes. Nos cellules à nous sont diploïdes, comme on dit. Elles sont doubles. Elles comportent 2 lots de chromosomes. Des chromosomes semblables 2 à 2. Mais si on y regarde de plus près, ces chromosomes portent en principe les mêmes gènes, mais parmi les gènes, il y a des variantes. Par exemple, prenons le gène couleur de l'œil pour l'homme. Il va se trouver sur un chromosome, je ne sais pas lequel, sur un chromosome, une certaine place. Bon. Sur les 2 chromosomes homologues, il va se retrouver à la même place. On appelle ça un locus, sur le même locus. Bon, couleur de l'œil. Mais il y a 2 chromosomes homologues. Sur l'un chromosome, ça peut être la couleur bleue, et sur l'autre, ça peut être la couleur marron. C'est pas forcément les mêmes. Ce sont les mêmes gènes, si on veut. Il manque un mot là. On parle d'allèles. On dit les mêmes allèles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes variétés de gènes. Le gène bleu, le gène marron, hein, c'est le même gène, le gène couleur de l'œil, mais la couleur est peut-être différente. On appelle ça des allèles. Et donc c'est ainsi pour tous les gènes. On les obtient, on les a en double exemplaire, et les allèles, eh bien, ils interfèrent. Certains s'expriment, on dit qu'ils sont codominants, ils s'expriment tous les 2, donc ça en fait une moyenne. Certains sont dit dominants et d'autres récessifs. Dans ce cas, c'est le gène dominant qui s'exprime, le gène récessif reste silencieux, etc. Bon. Mais quand l'animal, la plante, eucaryote, doit se reproduire, eh bien, il va fabriquer des cellules haploïdes, c'est-à-dire qui ne contiennent qu'un seul stock de chromosomes à partir de ces cellules diploïdes. Et pour cela, il va être obligé de diviser sa cellule, il faut inventer un mode de division nouveau.
Ce n'est pas une mitose qui pourra. La mitose respecte le nombre des chromosomes. Là, il faut diviser par 2 le nombre de chromosomes. Mais attention, pas d'erreur. Là, le paire numéro 1 doit se diviser en 2 et chacun des deux doit aller dans une cellule différente. Même chose pour la paire numéro 2. Même chose pour la paire numéro 3. Et donc là, il faut mettre au point un rituel immuable qui va partager de manière équitable les chromosomes dans les 2 cellules filles. Cette division particulière s'appelle une division réductionnelle. Elle va réduire le nombre de chromosomes en le divisant par 2. Comment se produit-elle? Eh bien, lors de la préparation de cette division, les chromosomes homologues s'associent 2 à 2. Ils s'associent 2 à 2, comme ça. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, ils s'associent 2 à 2. Ils se mettent la partie dans le plan équatorial du fuseau mitotique, le fuseau donc se forme, les astères aux extrémités, et quand ils sont là tous en place, les chromosomes vont se séparer. Mais ce qui va se séparer, ce n'est pas comme pour le mitose, les chromatides du même chromosome, mais ce sont les 2 chromosomes homologues qui vont se séparer, l'un vers le haut, l'autre vers le bas, comme ça. Et ainsi, on regroupe de chaque côté un chromosome de chaque sorte, 23 chromosomes de chaque sorte. La cellule est devenue haploïde. Bon, comme en même temps, ça c'est un détail, comme en même temps l'ADN s'est dupliqué, chaque chromosome va ensuite se dupliquer en 2 chromosomes. Alors là, copie conforme évidemment. De sorte que cette division réductionnelle est suivie d'une division équationnelle et que ces 2 divisions, toujours associées, vont produire à partir d'une cellule diploïde 4 cellules haploïdes. Ce mode de division, universellement répandu chez tous les prokaryotes, s'appelle la méiose. Ces 2 divisions successives s'appellent méiose. Et cette méiose va produire des petites cellules haploïdes. Ces petites cellules haploïdes, on les appelle des gamètes. Ces gamètes vont fusionner 2 à 2, non pas les gamètes du même individu, les gamètes de 2 individus différents. Chez les poissons, quand ça se passe dans l'eau de mer, eh bien les individus mâles, femelles émettent leurs gamètes. Les gamètes mâles sont des spermatozoïdes, les gamètes femelles sont des ovules un peu plus gros, parce qu'ils contiennent des réserves nutritives pour l'embryon. Et ces gamètes se rejoignent, c'est la fécondation. Ils se rejoignent, ils mettent en commun leurs chromosomes, et ça restitue la cellule diploïde qui va donc se développer par mitose ensuite pour donner naissance à la plante ou à l'animal. Alors, cette forme de sexualité aura des conséquences très importantes pour les eucaryotes, donc pour le règne animal tout entier et le règne végétal. En effet, chaque individu est né d'un œuf, c'est-à-dire du résultat de l'union de gamètes mâles avec un gamète femelle. Cet œuf va se reproduire par mitose, par division donc conforme, pour former un clone de cellules. Et ces cellules vont constituer un nouvel individu. Et donc, dans ces 2 règnes, chaque individu est absolument homogène, puisqu'il est formé de cellules qui détiennent exactement le même assortiment de gènes. Donc une grande unité interne pour chaque individu. D'autre part, chaque individu sera absolument unique, singulier. Pourquoi? Parce que lorsque les gamètes se forment, les chromosomes homologues se séparent. Or, je l'ai dit déjà, les chromosomes sont semblables 2 à 2. Mais ils portent donc les mêmes gènes, si l'on veut, les mêmes gènes, mais il y a des variantes de gènes qu'on appelle des allèles. Par exemple, chez l'homme, le gène couleur de l'œil peut être bleu ou marron.
Oui. Bon. Alors, donc la paire de chromosomes homologues, ici, porte sur un locus un gène. Mais ce gène, des deux côtés, n'est pas nécessairement identique. Ce peut être des allèles différents. Appelons cet allèle A et cet allèle A'. Bon. À la méiose, ces chromosomes vont se séparer et vont donner dans un gamète A et l'autre gamète A'. Bien. Mais chez l'homme, il y a plusieurs paires de chromosomes. Alors, une deuxième paire de chromosomes sur un locus va porter le gène B, par exemple, d'un côté, et l'allèle B' de l'autre. À la méiose, séparation des chromosomes homologues, l'allèle B peut très bien rejoindre l'allèle A, mais aussi l'allèle A'. L'allèle B' peut rejoindre l'allèle A, mais il peut rejoindre l'allèle A'. Ce qui fait 4 combinaisons. Donc, pour une paire de chromosomes, une paire d'allèles sur un chromosome, nous avions 2 combinaisons, mais si nous rajoutons une paire de chromosomes, nous obtenons 4 combinaisons. Si je rajoute une troisième paire de chromosomes, je vais obtenir 4 fois 2, 8 combinaisons. Mais pour 23 paires, ça va faire 2 fois 2 fois 2 fois 2, 23 fois, ça va faire 2 puissance 23 combinaisons différentes. Ça veut dire, pour une espèce humaine, 23 chromosomes, ça veut dire qu'un être humain, un homme par exemple, est capable de faire 2 puissance 23 spermatozoïdes porteurs d'un sortiment allélique différent, de combinaisons alléliques différentes. Bien. 2 puissance 23, c'est un nombre énorme. 2 puissance 23, c'est un nombre qui doit approcher les 10 millions, à peu près, 10 millions, au moins. Un spermatozoïde rencontre un ovule, mais l'ovule s'est formé de la même façon. Donc une femme qui produit un ovule sur 2 puissance 23 combinaisons alléliques différentes. Et donc quand un spermatozoïde rencontre un ovule, la formule allélique qu'il forme à eux deux pour engendrer le nouvel individu représente une formule allélique qui a une probabilité d'exister sur 2 puissance 23 au carré, 2 puissance 46. Ça fait un nombre faramineux. Ça fait un nombre voisin de 10 000 milliards. Autrement dit, il n'y a pratiquement pas de chance pour que le même homme et la même femme fassent 2 fois de suite le même enfant avec les mêmes assortiments alléliques. Sauf s'ils font de vrais jumeaux. Là, c'est une exception. Mais ça va encore plus loin. Parce que les chromosomes, au moment où ils s'apparient, ils restent appariés assez longtemps quand la méiose se prépare. Ils sont capables de se couper au même endroit et d'échanger des morceaux entre eux. Donc, au brassage interchromosomique dont je viens de parler, vient s'ajouter un second brassage intrachromosomique qui amplifie encore considérablement cette variabilité. De sorte qu'on peut dire qu'un être qui est conçu de cette façon est unique. Il n'en existe pas deux identiques. Il n'en existera plus jamais un identique. Il n'en a jamais existé un identique. Ces êtres-là sont donc uniques. Ça, c'est une caractéristique de ce mode de sexualité. Donc, unité interne, mais originalité de chaque individu. Unicité de chaque individu.
D'autre part, autre conséquence importante, c'est cette reproduction sexuée va former des lignées d'individus qui ne pourront pas s'hybrider avec d'autres lignées, parce que dès qu'il y a une différence chromosomique entre deux géniteurs, l'appariement des chromosomes est bloqué. Ainsi, si un cheval féconde une ânesse, bon, le produit est un mulet. Ce mulet est un être hybride, mais il va être stérile. Donc les deux espèces ne peuvent pas se mélanger, ce n'est pas possible. De sorte que chaque espèce va former une lignée absolument originale, singulière. Cette lignée va se développer dans le temps et pourra donc se construire, se constituer une histoire. Au cours de cette longue existence, cette lignée va pouvoir fabriquer des gènes nouveaux qui vont lui permettre de se construire, de compliquer sa structure, de former des êtres pluricellulaires de plus en plus compliqués. Chaque individu, à partir de l'œuf, subit une évolution qui va retracer cette histoire de l'espèce. Ainsi, le fœtus humain, très jeune embryon humain, disons, très jeune, possède des fentes branchiales, comme les poissons, nos ancêtres les poissons. Plus tard, il va présenter un appendice caudal visible, qui va finir par s'inclure dans les chairs et donner le coccyx. Mais cet appendice caudal est quasiment identique à celui de l'embryon du fœtus de chien, par exemple. Et voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette sexualité. Cette sexualité, finalement, va structurer tout le règne animal et le règne végétal et faire en sorte que ces espèces vont se développer en buisson. Parce que ce mode de reproduction n'interdit pas la scission d'une espèce en deux. Il suffit qu'un accident chromosomique, par exemple, se produise au sein d'un individu, scission d'un chromosome, par exemple, bon, et à la suite d'une alliance consanguine, d'une fécondation consanguine, si cette anomalie chromosomique se retrouve dans les deux, à l'état homozygote, comme on dit, eh bien, cela va nécessairement produire une espèce nouvelle, parce que ces individus ne pourront plus se croiser avec leurs ancêtres. Et donc, ça va créer une espèce nouvelle. Donc, ces espèces pourront se scinder, mais jamais ces rameaux distincts, dès qu'ils seront distincts, ne pourront jamais fusionner. Et donc, dans leur histoire, ces lignées vont s'arboriser, elles vont faire comme les branches d'un arbre, elles vont s'arboriser. Et c'est ainsi que va se construire l'arbre de la vie, aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Et voilà ce qu'on peut dire. Alors, quelle est donc cette histoire? Eh bien, ça a commencé par des associations de cellules un petit peu informes. Il se trouve que les cellules, issues les unes des autres par mitose, forment des clones. Mais ces clones de cellules ont une tendance naturelle à rester adhérents les uns aux autres. Ils possèdent à leur surface des molécules qu'ils reconnaissent et ils forment une famille de cellules qui a une tendance naturelle, une propension naturelle à rester associés. Et ça a pu donner des associations comme les éponges, par exemple. Ça a donné, pour commencer, disons, des membranes. Parmi les premiers êtres pluricellulaires qui se sont formés, on peut citer donc les éponges, les hydres également, et les coraux. Les hydres, qu'est-ce que c'est qu'une hydre? Eh bien, c'est un animal qui est formé de membranes. Une membrane externe et une membrane interne.
Voilà. Une membrane externe et une membrane interne. Ça, ce sont des tentacules. Ça, c'est un sac. La membrane externe est faite de cellules protectrices, cellules sensorielles. La membrane interne, ici, fait de cellules digestives. Les tentacules sont mobiles, il y a des cellules musculaires, contractiles, et les tentacules font rentrer dans le sac des aliments qui sont digérés par les cellules internes. Donc, voici l'hydre. Que s'est-il passé? Alors, cette hydre, bon, elle se nourrit. Quand ça va bien, quand elle est bien nourrie, elle a tendance à grossir, mais elle ne veut pas grossir au-delà de certaines limites. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un bourgeon, une petite hydre. Bon, elle n'est pas jolie, ma petite hydre. Une petite hydre qui va grossir, qui va se détacher, qui va aller faire sa vie ailleurs. Pour les coraux, le bourgeon reste adhérent et ça fait des colonies. Ça fait des colonies de madrelles d'hydre. Bien. Alors, après l'hydre, c'est le stade du ver. Représentons une hydre couchée comme ça. On a dit qu'elle était capable de bourgeonner. Eh bien, ce bourgeonnement va s'inscrire dans ces fameux gènes qui vont marquer l'histoire des espèces. On peut appeler ça des gènes architectes. Et ces gènes architectes vont gérer un bourgeonnement en série dès le développement embryonnaire de l'animal. Alors, la fameuse hydre devenue ver, maintenant, va bourgeonner dans l'œuf. Bourgeons successifs. Ça va faire une ligne de bourgeons. La cavité digestive, elle va suivre le mouvement. Et voici constitué un tube digestif. La bouche est là, les aliments suivent ce trajet et les déchets sont rejetés de ce côté-là. Et l'animal va donc prendre une forme allongée, la forme d'un ver. Bon, là on reconnaît évidemment le ver. Ces animaux ont pris naissance dans la mer, dans l'eau de mer. Or, ils sont maintenant plus gros, assez gros, ce ne sont plus des cellules isolées. Ils sont plus lourds. La matière vivante est un peu plus dense que l'eau de mer. Et donc, ils vont tomber sur le fond. Sur le fond, donc, il faut qu'ils se déplacent, ils peuvent ramper. Bon, mais ceux qui se sont mis à ramper sont restés des vers. Bon, il y en a encore actuellement, jusqu'à nos vers de terre, ça existe toujours. Et ceux qui ont voulu se déplacer un peu plus facilement, ils ont fait des pattes. Donc là, j'ai représenté une série de pattes. Comme ils sont sur le sol, sur le ventre, eh bien, les pattes sont ventrales, bien sûr. Pour commander ces pattes, il a fallu fabriquer un système nerveux. Ils ont fait une chaîne nerveuse ventrale, un ganglion chaque fois, dans chaque segment, pour commander chaque paire de pattes. Bon, mais naturellement, il fallait que les pattes les conduisent là où ils pouvaient détecter de la nourriture, avec un œil rudimentaire, avec des cellules olfactives, capables de détecter les odeurs. Ces cellules sensorielles se trouvent nécessairement au pôle antérieur de l'animal, là où l'animal découvre un environnement nouveau pour lui. La lumière venant d'en haut, les cellules photosensibles se trouvent en haut, vers le haut. Donc, dans la tête de l'animal, et dorsalement, va se constituer un centre nerveux éminemment sensoriel.
un proto-cerveau. Et pour accorder les renseignements apportés par les organes des sens au mouvement des pattes, il faut une communication. Cette communication nerveuse, eh bien, elle est obligée de franchir le tube digestif. Ça va se faire à l'aide de deux gros nerfs qui vont former un collier péri-œsophagien, comme on dit, un collier péri-œsophagien qui entoure l'œsophage. Et donc ces animaux-là, du fait qu'ils soient tombés sur le fond de l'eau, forment un système nerveux bipartite. Une partie sensorielle dans la tête en position dorsale et une chaîne nerveuse ventrale éminemment motrice. Eh bien, ces animaux sont à l'origine de tous les animaux qu'on qualifie d'invertébrés, c'est-à-dire des mollusques, des arthropodes. Les arthropodes comportent les crustacés, les myriapodes, les mille pattes, les arachnides, araignées, scorpions, et les insectes. Ça fait beaucoup. Eh bien, ils ont tous cette architecture nerveuse partagée en deux. Voici, par exemple, le système nerveux d'une mouche en noir ici. Eh bien, on voit derrière l'œil à facettes le ganglion cérébroïde éminemment sensoriel, le collier péri-œsophagien ici, l'œsophage qui passe là, et le système nerveux ventral, essentiellement moteur, qui envoie des nerfs aux pattes et aux ailes, et à l'abdomen. Voilà, ils ont gardé ce système nerveux-là. Mais ce système nerveux, eh bien, il est incapable de produire ce qu'on appelle de l'intelligence. Parce que être intelligent, c'est être capable d'accorder son activité, ses mouvements, à la situation présente telle qu'elle est détectée maintenant, aussi inhabituelle soit-elle, capable d'improviser un comportement adapté à une situation nouvelle. Or, pour ce faire, il faut des connexions très nombreuses et très étroites entre les centres sensoriels et les centres moteurs, ce qui n'est pas normal, possible avec un tel système nerveux. Donc ces animaux vont développer un autre comportement, le comportement dit instinctif, un comportement stéréotypé qui leur permet de réagir à des situations qui sont un peu toujours les mêmes. Ils vont donc habiter des écosystèmes réduits, peu variés. Ils sont incapables de s'adapter à des situations vraiment nouvelles pour eux. Ils vont être voués à l'instinct, et voilà. Donc à ces comportements stéréotypés. Alors, ces animaux, d'autre part, ces animaux vont se développer, mais quand ils étaient à l'état de ver, ils étaient très vulnérables. Un ver est un corps nu, et il peut être mangé par n'importe quel prédateur, et donc il aura fallu se protéger. Donc, ou bien les vers se sont enfoncés dans la vase ou dans la terre s'ils sont venus sur terre, ils sont devenus fouisseurs, dans ce cas-là ils sont restés nus comme des vers, ou alors ils se sont habillés pour se protéger, ils ont revêtu leur corps de quelque chose de dur, de protecteur. Alors là, il y a eu deux options, comme pour les guerriers du Moyen-Âge, ou bien la carapace, c'est-à-dire la cuirasse, ou bien le bouclier, c'est-à-dire la coquille. La coquille
En voici une coquille. Voici la coquille, on appelle ça le chapeau chinois, une patelle. C'est le mollusque primitif. La forme conique permet de grandir sans que l'animal ait besoin de changer de forme. Elle grandit par le bord et le cône reste toujours identique à lui-même. Alors ce cône peut s'allonger, il peut se tire-bouchonner, il peut s'enrouler en spirale, et là nous avons tous les groupes de mollusques. On peut même faire une coquille double, deux coquilles coniques qui se regardent l'une l'autre. C'est le cas des bivalves et la mélibranche. Et voilà donc pour les mollusques. Ou alors, c'est la formule de la carapace. La carapace, ça enveloppe le corps entier. C'est plus protecteur. C'est moins ouvert que la coquille. Simplement, l'inconvénient, c'est que ça ne grandit pas. Donc l'animal, pour grandir, doit changer de carapace. Il doit muer. Ça, c'est embêtant. Quand le crabe mue, eh bien, la nouvelle carapace, elle est encore molle. Il faut qu'il la calcifie pour qu'elle durcisse. Et les crabes mous, il faut qu'ils se cachent. Parce que c'est une proie très facile pour les poissons carnivores. Les dorades adorent les crabes mous. C'est comme ça qu'on pêche les dorades, d'ailleurs. Le homard, quant au homard, qui est le champion en taille des crustacés, il lui faut à peu près un mois pour calcifier sa nouvelle carapace, et pendant ce mois, eh bien, il va mener une vie cachée, il ne va pas s'alimenter, il va se cacher, parce qu'il est très vulnérable, la coquille est molle, et il peut se faire croquer par n'importe quel requin, n'importe quel animal carnivore. Deuxième inconvénient de la coquille, de la carapace, les articulations de la carapace sont rigides. Et donc ces animaux à carapace ont des gestes qui sont stéréotypés. Ils ne peuvent faire qu'un certain nombre de gestes, ceux que permettent la carapace, les articulations de la carapace, et pas d'autres. Et donc ça correspond à leur mode de vie, leur instinct va aller. Ce sont un comportement figé, encore pour cette raison. Voilà. Enfin, autre inconvénient de la carapace, c'est que chez les insectes, quand ils veulent se fabriquer des ailes, par exemple, les ailes, c'est incompatible avec la carapace. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils ne fabriquent leurs ailes qu'à leur dernière mue. Leur vie est divisée en deux moments. Premier moment, une larve. Par exemple, pour le papillon, la larve, c'est, eh bien, vous la reconnaissez, c'est la chenille. Voilà, c'est le ver. La larve, c'est la chenille. La chenille va manger, elle va s'empiffrer, elle va multiplier son poids par 10 000, elle va grossir, faire de la graisse, des réserves. Et quand elle aura pris sa taille maximum, alors là, eh bien, elle se refait un œuf. Elle se fait un cocon. Elle retourne dans l'œuf et elle achève son développement embryonnaire. Et là, les ailes vont pousser, les organes de l'adulte vont pousser, et de cette chrysalide va sortir le papillon. Les insectes les plus aboutis, eh bien, ce sont les lépidoptères, les papillons, ce sont les diptères, les mouches, et ce sont les hyménoptères, les abeilles, les guêpes. Les hyménoptères peuvent être considérés comme les insectes les plus perfectionnés qui soient. Ils ont développé une vie sociale, qu'on connaît bien, la vie des abeilles, et elles ont même développé un langage, le langage des abeilles, qui n'est pas un vrai langage, un code qui leur permet de communiquer et d'informer les ouvrières de l'emplacement de la nourriture dans un rayon de 3 km autour de la ruche. Voilà ce qu'on peut dire des insectes. Et donc, alors on voit donc que tous les invertébrés ont eu leur destin scellé dès lors qu'ils sont tombés sur le fond, qu'ils ont essayé de vivre sur le fond de la mer. Alors il y a une autre lignée d'animaux qui, eux,
ne se sont pas laissés tomber sur le fond de la mer. Ils ont réagi. Quand ils ont senti qu'ils étaient trop lourds pour rester en suspension dans l'eau, ils se sont fait un flotteur, une poche pleine de gaz qu'on appelle la vessie natatoire, une expansion de l'ésophage, la vessie natatoire. Et ça leur a permis de rester en suspension entre deux eaux. Ces animaux-là n'ont pas donc été obligés de produire ni coquilles ni carapaces. Quelques écailles simplement les protègent un petit peu et ils nagent d'un coup de queue, ils peuvent se propulser dans l'eau rapidement et ils ont donné ce qu'on appelle des poissons. Ces poissons vont atteindre des tailles assez importantes grâce à un tissu qui sont seuls à savoir fabriquer, le tissu osseux. Ils ont fabriqué, là, est-ce qu'on voit mes flèches, Denis? Est-ce qu'on voit mes flèches là sur le champ? Oui, on voit bien. Bon. Alors, ils ont produit une série de vertèbres, de petits disques osseux, articulés entre eux, qui leur a permis de construire pour leur corps un axe souple. De ces vertèbres partent des tiges osseuses qu'on appelle des arêtes, qui maintiennent les muscles en place et les organes en place. Voilà, et ces animaux-là se sont développés, ils ont été à une taille suffisante, ils nagent grâce à des nageoires caudales qui les propulsent en avant, et les nageoires dorsales pour l'équilibre, pectorales, anales, pelviennes et abdominales, on peut dire, ou anales. Pectorales, pelviennes, anales. Ces animaux se déplacent par des ondulations du corps. Donc leur zone ventrale n'est pas particulièrement motrice, elle n'est pas concernée. C'est tout le corps qui se déplace globalement. De sorte qu'ils ont développé un système nerveux en arrière de leur protocerveau, ici près de l'œil, un système nerveux qui n'est pas ventral par rapport au tube digestif, mais qui reste dorsal. Le voici, ma flèche va le suivre. Juste au-dessus des vertèbres, là, tout le long du corps. Et de cette chaîne nerveuse vont sortir des nerfs qui vont suivre les arêtes pour innerver les muscles du corps. Et donc, ce système nerveux entièrement dorsal, plus tard, quand ces animaux vont donner naissance à d'autres vertébrés, ces animaux s'appellent des vertébrés puisqu'ils portent des vertèbres, quand ils vont donner naissance à d'autres vertébrés, plus contractés sur eux-mêmes, le corps moins allongé, quand leur queue va se rétrécir, va se réduire, eh bien, cette chaîne nerveuse dorsale, vouée à la motricité, va se ramasser sur elle-même. Elle va pouvoir, au moins en partie, fusionner avec le cerveau sensoriel. Et là, nous pourrons avoir de véritables cerveaux. Voici donc la lignée qui va aboutir à des êtres authentiquement intelligents. Alors la suite de l'histoire est bien connue. Certains poissons vont développer leur nageoire pectorale et pelvienne. Des os vont apparaître dans leur axe et se transformer donc en pattes. Et ces animaux vont pouvoir se déplacer sur le sol, ils vont pouvoir quitter la mer et se déplacer sur le rivage. Bon, leur peau est encore humide, ils sont tributaires du milieu aquatique encore pour se reproduire, par exemple. Mais ils vivent entre l'eau et l'air, on les appelle des amphibiens. C'est la grenouille, la salamandre, le triton, c'est ces animaux-là. Ils pondent leurs œufs dans l'eau, ils s'accouplent dans l'eau. Bon, leur corps est toujours mouillé, toujours humide. Et pour entretenir cette humidité, ils sécrètent du mucus, mais ils retournent dans l'eau périodiquement, ils ne pourraient pas vivre sur Terre sans arrêt.
jusqu'au moment où certains de ces amphibiens, batraciens, ont inventé, alors là encore, une protéine nouvelle. Vous voyez, c'est toujours ces gènes de l'ADN, ces gènes nouveaux qui sont précieux pour ces animaux-là. Apparaît un gène nouveau qui code pour une protéine nouvelle. Et cette protéine, c'est la corne, la kératine. C'est une protéine riche en soufre. Il y a des acides aminés qui sont riches en soufre. La cystéine, par exemple, la méthionine sont riches en soufre. Alors, ces protéines riches en soufre, elles deviennent dures et imperméables. Alors, ces animaux, ils en ont enduit leur peau. Et leur peau est devenue cornée. Ça a fait des écailles un petit peu cornées, c'est la peau des reptiles. Cette corne, elle leur a formé au bout des doigts des griffes. Et ces pattes griffues leur ont permis de s'accrocher au sol et de grimper sur les rochers, etc. Et voici donc ces amphibiens devenus des reptiles. Ces reptiles, il leur a fallu apprendre aussi à se reproduire hors de l'eau. Alors, pour y parvenir, ils ont inventé des œufs à coquilles, une coquille de calcaire dure, protectrice, avec des petits pores très fins qui laissent passer l'oxygène de l'air. Et ces œufs sont gros, ils contiennent d'avance toute la nourriture nécessaire au développement complet de l'embryon. Ça fait de gros œufs. Mais l'embryon va pouvoir se développer là-dedans, il va assimiler toute cette nourriture lentement, et il va même pouvoir respirer à travers la coquille, puisqu'il y a des petits pores qui laissent passer l'oxygène. Et il sortira de l'œuf un petit reptile complètement achevé, petit d'accord, mais achevé, capable de se nourrir tout seul. Alors cette formule, évidemment, a fait florès. Pendant tout l'ère secondaire, ça a été l'ère des reptiles. Ces reptiles c'était les rois de la création. On a trouvé des reptiles, il en reste des traces bien sûr, des reptiles herbivores, des reptiles carnivores, des reptiles coureurs, des reptiles sauteurs, des reptiles nageurs qui sont retournés dans l'eau pour manger des poissons, des reptiles volants qui mangeaient des insectes, etc. Des reptiles de toutes sortes. Il y a eu des reptiles géants. Parce qu'à cette époque, la nourriture était abondante, la végétation était luxuriante, et ils se sont goinfrés, et ils sont devenus énormes. Voilà. Et puis les dinosaures, on les connaît, 80 tonnes, énormes. Simplement, lorsqu'à la fin du secondaire, une météorite de 20 km de diamètre est tombée sur la Terre, ça a déclenché une catastrophe, une crise écologique énorme. L'atmosphère s'est épaissie. Ça a été une nuit qui a duré des mois et des mois. Les plantes sont mortes, ont périclité. Eh bien, ces grands reptiles qui avaient des appétits énormes, bien sûr, ça a été les premiers à disparaître. Seuls ont subsisté de petits reptiles, les ancêtres de nos reptiles actuels. Et puis des petits reptiles emplumés, des petits dinosaures emplumés qui ont donné les oiseaux. Et puis à cette époque, il y avait de tout petits animaux à poils, qui avaient des poils, qui avaient transformé leurs écailles cornées en poils. Ces petits animaux étaient des petits mammifères. Ils ont mis, alors chez eux, les femelles ont pris l'habitude de garder l'œuf dans leur oviducte. Elles ont développé leur oviducte, transformé en poche, qu'on appelle l'utérus, et elles ont fait naître ces œufs, éclore ces œufs dans leur ventre. Et l'embryon s'est implanté dans la paroi de l'utérus pour se nourrir en parasite, comme un parasite. C'est ce qu'on appelle la viviparité. Et voilà quels ont été les ancêtres des mammifères. Ces mammifères, à l'ère tertiaire, après la grande catastrophe de la météorite, ils se sont développés parce que les grands dinosaures ayant disparu, eh bien, il y avait de la place, il y avait de quoi manger, et ils ont occupé les niches écologiques qu'autrefois occupaient les grands
reptiles. Et ils ont fait la même chose, ils sont devenus immenses, gigantesques, éléphants, rhinocéros, baleines dans la mer, gigantisme, etc. Ils se sont goinfrés là encore, mais ces grands mammifères sont évidemment encore extrêmement vulnérables. D'ailleurs, ils sont en voie de disparition. S'ils n'étaient pas protégés par l'homme, ils seraient en voie de disparition. À l'exception d'un petit groupe de mammifères qui étaient arboricoles, les singes. Les singes arboricoles, alors ceux-là, c'est pas facile de vivre dans les arbres. Il faut sauter de branche en branche, ça demande une vue très perçante, la faculté d'évaluer les distances avec beaucoup de précision. Alors, leurs yeux ont migré sur leur face. Leur vision est devenue, comme on dit, binoculaire, c'est-à-dire que au lieu de regarder, au lieu que l'œil droit ne voit qu'un demi-champ visuel et l'œil gauche l'autre demi-champ visuel, chaque œil voit qui a migré sur le devant, ils voient le même objet qui est devant eux avec leurs deux yeux. C'est la vision binoculaire. Et cette vision leur permet d'apprécier les distances avec beaucoup de précision et de voir les objets en relief. Donc une grande amélioration de la vision. D'autre part, la vie dans les arbres demande des gestes d'une très grande aussi précision, beaucoup d'agilité. Ils ont développé une main préhensile avec des doigts, pouces opposables aux autres doigts, pour s'accrocher aux branches. Et leur cervelet, centre de la motricité des réflexes, de l'équilibre, etc., s'est développé considérablement pour affiner cette motricité. Ces animaux-là, ils ont développé aussi leur cerveau, bien sûr, parce que c'est une vie qui demande des réactions très rapides, très précises. Ils sont omnivores, ils mangent de tout, donc il faut qu'ils soient capables de capturer les petits animaux. Tout cela sollicite beaucoup le cerveau, et donc ils ont développé leur cerveau. Ainsi, ces singes-là, comme le chimpanzé actuel, ont des cerveaux qui atteignent un poids de 400 grammes, ce qui est énorme. Certains d'entre eux sont descendus des arbres. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a eu un changement en Afrique centrale, il y a eu un changement il y a quelques millions d'années, un changement de climat. Les pluies se sont faites moins abondantes et les forêts, certaines régions d'Afrique, se sont transformées en savanes. Alors, certains singes se sont adaptés à ce nouveau mode de vie, ce nouveau milieu de vie, et ils sont devenus marcheurs. Pour cela, ils se sont redressés, leurs os du bassin se sont élargis, leurs jambes se sont allongées, ils se sont redressés. Et leur main s'est trouvée disponible. Ils ne vivaient plus dans les arbres. Alors, ils ont saisi des bâtons, des pierres, et ils ont été amenés à façonner des outils. Et ça a été là une révolution. Il y a 2 millions d'années à peu près, certains de ces singes sont devenus des australopithèques, des hommes préhistoriques, et on a retrouvé les pierres qu'ils avaient façonnées grossièrement. Au fil des siècles, cette industrie a évolué, s'est affinée, s'est diversifiée, et ça a abouti évidemment à l'homme actuel. Parallèlement, le cerveau s'est développé considérablement, puisque en 2 millions d'années, le volume crânien de ces êtres-là a été multiplié par 3. De 400 cm3, c'est passé à 1200 cm3. Voilà, telle a été l'évolution de nos ancêtres. Voilà ce que l'on peut dire maintenant. Alors, pour finir, on peut dire que
ces êtres humains sont finalement, grâce à leur industrie, ils sont adaptés à tous les milieux. Parce que, bon, il y a des mammifères marins. Les dauphins, les baleines sont des mammifères marins qui ont appris à nager. Et pour ce faire, ils ont modifié leur corps. Ils n'ont plus de pattes. Ils ont transformé leurs pattes en nageoires. L'homme, lui, est capable d'aller sur l'eau. Il fabrique des bateaux, il fabrique des sous-marins. Il y a des mammifères volants. Les chauves-souris sont des mammifères volants. Ils ont transformé leurs bras en ailes. Bon, et l'homme peut voler. Il a fabriqué des avions, des planeurs et des avions pour voler. Et même, il est arrivé jusqu'à conquérir la Lune, aller jusqu'à la Lune. Bien, avec des fusées. Et donc, toutes ces adaptations, l'homme les réalise grâce à son industrie, finalement. Mais il a gardé un corps primitif. Il a gardé ses 5 doigts. Le cheval qui s'est adapté à la course n'a gardé qu'un doigt au bout de ses pattes pour courir plus vite. Nous avons gardé des corps relativement primitifs, mais de ce fait, ne sachant rien faire par notre corps à fond, nous pouvons tout faire à moitié en utilisant un outil qui va prolonger notre main, par exemple. Voilà ce qu'on peut dire. Alors maintenant, parallèlement à tout cela, évidemment, il faut dire quelques mots des plantes. Que sont devenues les plantes? Eh bien, les plantes, elles ont fait un peu pareil. Elles ont développé donc des gènes d'architectes qui leur ont permis de construire des organismes complets avec une tige, des feuilles, etc. Et puis alors, ce qui est très curieux chez les plantes, c'est que on assiste là encore à une sorte de viviparité qui se développe progressivement. Les plantes archaïques, elles se contentent de libérer les cellules issues de la méiose, ces petites cellules. Elles les libèrent, elles les enveloppent une petite coque de protection, et puis elles les libèrent dans la nature. Débrouillez-vous. Ces toutes petites cellules, comme des grains de poussière, on les appelle des spores, parce que sporein en grec veut dire poussière. Des grains de poussière, le vent les emporte, elles tombent. Si elles tombent, si elles ont de la chance, elles tombent sur un sol un petit peu humide. Alors là, elles peuvent grandir, elles se développent, elles sont photosynthétiques, donc elles font leur photosynthèse. Elles développent un petit organe contre le sol, on appelle ça, peu importe, un protal. Ce protal fabrique des gamètes. Les gamètes se fécondent, ça fait des œufs, et l'œuf germe, il se développe en parasite sur le protal, il fait une première racine, il fait une première feuille, et ça se développe comme ça. C'est comme ça que se développent les fougères, par exemple. Bon. La fécondation, elle est contre le sol, elle est cachée, ça fait contre le sol. Kryptos en grec veut dire caché. Gamon, mariage caché, fécondation cachée. On les appelle des cryptogames, ces plantes-là. Voilà. Et puis alors, plus tard, évidemment, les plantes se sont développées, elles ont donné des arbres, des végétaux plus élaborés encore. Alors ces plantes-là, elles ont leurs spores, elles les gardent en leur sein. Elles vont les faire germer. Le protal va se développer en parasite sur les tissus de la plante. Et la fécondation va se faire, là encore, sur la plante mère elle-même. L'œuf va se développer et une petite plante va se développer toujours en parasite sur la plante mère. Et la plante mère va libérer cette petite plante, une plantule, comme ça, dans la nature. Et la plantule pourra germer et se développer. Là, ça va déjà beaucoup plus loin. Et on appelle ces plantes-là des gymnospermes. Sperma, c'est la graine. Gymno, gumner, en grec, veut dire nu. Graine nue. Bon, la graine est nue, elle est jetée comme ça dans la nature, toute nue. Allez, débrouille-toi, et elle germe, mais la plantule est déjà préparée. Et puis, elle a des réserves nutritives encore dans la graine, donc les choses sont déjà bien avancées. Puis les plantes sont allées encore plus loin. Après les gymnospermes, il y a des angiospermes. Ce sont des plantes qui protègent leurs graines dans un fruit, un organe qui enveloppe la graine et qui va non seulement la protéger, mais favoriser sa dissémination.
Parce que le problème pour les végétaux, qui sont des êtres fixés au sol, c'est la dissémination des graines. Si le végétal laisse tomber ses graines à la verticale, ça va faire l'année suivante une touffe de plantes qui vont s'asphyxier, qui vont se gêner les unes les autres et qui ne vont pas pouvoir se développer. Et donc le fruit est là pour disséminer la graine. Par exemple, il y a des fruits en forme de petites ailes. Le fruit du frêne, la samare du frêne, elle tombe de l'arbre en tournoyant et le vent les emporte au loin. Il y a le fruit du genêt qui éclate l'été. Il éclate brutalement, il projette les graines au loin. Il y a le fruit, la pomme, par exemple, pour les fruits que l'on mange. Vous cueillez une pomme, vous mangez la pomme, vous jetez le trognon, dans le trognon, il y a les graines. Vous avez disséminé les graines, etc. La fraise, vous mangez une fraise. La fraise franchit le tube digestif, mais les petites graines qui sont à la surface de la graine, de la fraise, elles résistent au suc digestif. Et elles sont rejetées dans les matières fécales. Et l'animal mangeur frugivore va rejeter ça quelque part sur le sol. Eh bien, la graine va germer, elle va bénéficier des engrais, même de l'engrais de la matière fécale qui va se décomposer. Donc, voyez, ce que l'on peut dire finalement, c'est qu'on observe chez les plantes cette même sollicitude pour leur progéniture que celle qu'on observe chez les mammifères, chez les animaux aussi. C'est très curieux. Et puis alors, ces plantes produisent aussi des fleurs. C'est-à-dire que là, pour se faire féconder, ce qui importe pour elles, c'est de se faire féconder, pas par elles-mêmes. Elles ont les deux sexes, mais elles évitent l'autofécondation. C'est pas bon, l'autofécondation. Elles recherchent la fécondation croisée. Et pour cela, elles vont essayer d'attirer des insectes pollinisateurs, des insectes. Alors, elles les attirent en fabriquant un jus sucré, le nectar. Les insectes pollinisateurs adorent ça. Ils viennent boire le nectar. Mais ce faisant, ils s'enduisent de pollen, c'est-à-dire de spermatozoïdes enrobés, et de fleur en fleur, eh bien, ils vont transporter le pollen et ils vont assurer la fécondation croisée. Voilà. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est que nous, êtres humains, ces fleurs, nous les trouvons belles. C'est quand même curieux, ça fait réfléchir, parce que l'homme est à l'extrémité d'une lignée d'êtres vivants, la lignée animale, du règne animal. La plante à fleurs est à l'autre, est à une extrémité d'une autre lignée végétale extrêmement. Ces deux lignées se sont séparées il y a combien de temps ? Il y a plus d'1 milliard d'années qu'elles se sont séparées. Il y a un temps considérable. Donc, les êtres humains, à l'extrémité de la lignée animale, et les animaux, et les plantes, les angiospermes, à l'extrémité des lignées des plantes, produisent des fleurs. Or, il se trouve que les êtres humains ont toujours été fascinés par la beauté des fleurs. C'est quand même curieux, cette rencontre-là. Et puis, cette sollicitude pour la progéniture que l'on rencontre chez les mammifères et chez ces plantes-là, ça fait quand même réfléchir. Personne n'a pu écrire que l'amour maternel représente l'amour. C'est dans l'amour maternel qu'on pourrait peut-être voir le secret de la vie. Cet amour maternel que l'on peut détecter jusque dans la sollicitude de la plante pour sa progéniture. On peut ajouter également ce sens de la beauté que la plante est capable cette beauté que la plante est capable de produire et qui résonne en nous, qui retentit en nous dans notre imaginaire de cette façon-là. Tout cela peut faire réfléchir. Est-ce que vraiment toutes ces espèces qui se sont succédées dans l'histoire de la vie, est-ce qu'elles sont le fruit du seul hasard? Telle est la question qu'on peut vraiment se poser au terme de cette histoire.